commença le 30 avril de l'an 2003 lorsqu'un dénommé Jean-Pierre Bastien de Lutry, mais résidant à Strasbourg, c'est déjà compliqué dès le départ, me téléphona. Nous nous rencontrâmes à Lutry et nous fîmes connaissance. Il me parla de son travail de recherche généalogique sur les bastions de Lutry et Forel. Il allait même publier le résultat de son labeur. Puis il m'expliqua longuement ses démarches et surtout remonta avec moult détails l'entier de notre arbre généalogique. Mais ce fut juste avant que j'épuise le stock de mes pauvres neurones devant ce cafouillis d'informations qu'il atteignit enfin la source. Nous sommes originaires de Sixte-Fer-à-Cheval, ça porte bonheur, petit village de Haute-Savoie. Et, ô stupeur, nous ne descendons pas, comme me l'avait conté dans mon enfance une vieille tante aujourd'hui décédée, des chevaliers de Bastion émigrés en Suisse, on ne sait pour quelle raison, et ayant perdu leurs particules en cours de route, mais plutôt et simplement d'un nommé Pierre, paysan de montagne. Ouf, cela me permet enfin d'abandonner ce ton stupide et prétentieux. Fasciné par le travail de Jean-Pierre et ma curiosité piquée au vif, je décidai d'aller voir sur place et, en collaboration avec ma nièce Anne, de mener notre petite enquête. Alors attention, accrochez-vous, c'est parti. Pardon, monsieur, le nom Bastien, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bastien. Attendez voir, Bastien. Oui, je vois. Non. C'est pas gagné. Nous décidons alors de partir pour la Haute-Savoie, et telle cette gravure datant de 1864, nous allons traverser la vallée de Samoins pour arriver enfin à Sixte-Fer-à-Cheval. À quoi? À Sixte-Fer-à-Cheval. Oh bon. Sixte est un petit village de montagne situé au bord de la départementale 907 à une altitude d'environ 820 mètres et qui a la chance de posséder en son sein une superbe abbaye datant de l'an 1144, mais qui curieusement par le jeu de l'histoire était d'une certaine manière déjà en relation avec la Suisse. Selon les dernières recherches de Jean-Pierre, il semblerait que nos origines soient encore plus lointaines, puisqu'elles remonteraient à l'an 1372 depuis Nambride, petit village situé encore plus haut au fond de la vallée, un peu plus bas que le fond de la combe que nous pouvons admirer sur cette gravure. Mais si nous remontons depuis Saint-Augustin d'Abondance, notre famille aurait 900 ans. Eh ben, dis donc. Et puis alors? C'est vrai, revenons à notre enquête. Après avoir cherché la mairie, qui était fermée, et dans l'annuaire téléphonique, qui était ouvert, mais dans lequel nous n'avons rien trouvé, nous nous sommes dirigés vers l'incontournable boulangère qui, comme chacun sait, devrait connaître tout le monde. Pardon madame, connaissez-vous des bastions? Alors, donc, à ma connaissance, je ne connais pas, mais c'est un nom, c'est vrai, qui me dit quelque chose. Bastien, ça me dit quelque chose, mais bon, là, j'en connais pas du tout, donc, qui s'appelle Bastien. Dans l'annuaire, il n'y en a pas, donc je ne sais pas, il faudrait retrouver, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un nom qui me dit quelque chose, donc je pense qu'on peut redemander à des personnes âgées de Six et qui nous diraient peut-être s'il y a des descendants des noms Bastien à Six. Chou blanc, nous n'en avons pas trouvé. Tels nos ancêtres, nous décidons alors de descendre jusqu'au village suivant, c'est-à-dire à Samoins. C'est un joli petit village de Haute-Savoie, je dirais même plus, c'est une jolie petite station touristique de montagne, avec ses maisons particulières, son église et son cocher. Nous continuons notre enquête en commençant par la poste. Pas de bastion dans l'annuaire et pas non plus à la connaissance des facteurs. C'est Choublin? Non, car il nous reste la mairie qui cette fois est ouverte, et là, on nous prête les livres d'archives et l'information selon laquelle la dernière des bastions est morte le 11 avril 1932. Ce terme nous fit penser qu'au lieu de chercher les vivants, nous ferions peut-être mieux de chercher les morts. Eux, au moins, ils ne déménagent pas.
Et c'est dans le cimetière que nous trouvons enfin des restes du nom de notre famille. Comble d'ironie, cette information n'existait même pas dans les archives communales. C'est Chouvelin alors? Non, c'est Claude. Oh. Bref, on laisse tomber. Et nous décidons de revenir en Suisse en suivant plus ou moins le parcours de nos ancêtres. Il paraît qu'ils ne prenaient que 1 à 2 jours pour rejoindre la Suisse. Peut-être certains descendaient-ils en radeau, la tête remplie d'un tourbillon de rêves et d'espoir d'une vie meilleure. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils arrivent sur les rives du Lacus Lemanus, soit ils le contournent, ce qui représente 1 jour de marche supplémentaire, soit ils le traversent au moyen des barques de l'époque. Il est quand même agréable de constater que ce qui prenait il y a 500 ans plusieurs heures d'effort, se parcourt aujourd'hui en à peine 30 minutes. Mais avant de traverser, faisons le point. Au XVe siècle, la peste fait des ravages dans toute l'Europe et tue des milliers de personnes autour du Lacus Lemanus. Dans les montagnes, au contraire, la population est épargnée et continue de s'accroître. Le travail et la nourriture commencent à manquer, et selon le principe des vases communicants, ce qui est en haut va descendre vers le bas. C'est ainsi que notre ancêtre, Pierre l'Ancien, né vraisemblablement vers la fin de l'an 1400 et mort en 1529, décide de descendre accompagné de ses 2 fils, Pierre l'Aîné et Pierre le Jeune. Cette fois, traversons. Ils viennent s'établir dès 1503, d'abord Pierre l'Aîné sur les terres de Forel que nous voyons au premier plan, puis Pierre le Jeune sur les terres que nous balayons plus loin, sur le territoire aujourd'hui de la commune de Savigny. Ce document retrouvé par Jean-Pierre aux archives communales de Lutry nous montre le contrat d'assensement établi en faveur de Pierre Bastien le Jeune le 27 avril 1503. Cependant, il ne faut surtout pas oublier qu'à cette époque, la région était recouverte de forêts dans lesquelles gambadaient joyeusement loups et brigands. Ils ont dû tout défricher et labourer. Mais en plus, la terre était aussi pauvre qu'eux et le travail dur et peu rentable au début. Et comme chacun sait que le vin est plus joyeux que la pomme de terre, ils se mirent en plus au service de vignerons de Lutry. À force de travail et d'économie, ils parvinrent petit à petit à acheter des parcelles de vignes. C'est donc en l'espace de 2 générations que l'histoire des bastions de Lutry commence. C'est en tête de la lettre de bourgeoisie de Jehan Bastien et de ses frères Claude et Bernard émise par le conseil de la ville et communauté de Lutry, datant du jeudi 29 avril 1535, nous prouve qu'ils y habitent, qu'ils y sont propriétaires de vignobles et surtout qu'ils en sont devenus bourgeois. Eh ben mon colon. Dès lors, la branche des Bastians va s'agrandir rapidement, ainsi que leur propriété au fil des siècles. Si certains comme Bernard puis ses fils François le Jeune et Michel commencèrent comme vignerons et logèrent dans les maisons appartenant au trésorier du pays de Vaud, Jérôme Manuel, très rapidement ils devinrent propriétaires de leur propre maison, comme à la rue du Voisinant, numéro 18, qui fut la première maison achetée par un Bastien, c'est-à-dire Jean en 1532, puis par son frère Claude vers 1550 et plus tard par François dit le Jeune. Ensuite, à droite du numéro 18, qui est de couleur orange, le numéro 20 de couleur ocre fut acheté par Claude dit l'Aîné, puis par Jehan dès 1638. Coup de sac. Plus tard, à l'angle de la rue de l'Horloge, c'est Antoine qui, dès les années 1670, acheta la maison de la Grande Rue 21, suivie par Noé. Celle du numéro 26 a été acquise par Jean Samuel, qui lui-même l'acheta à son oncle Samuel dès 1730. Le numéro 78 fut acquis par François Samuel vers la fin du XVIIIe siècle, qui la passa ensuite à son fils aîné, Philippe-Henri. Au numéro 72, c'est Jean-François qui l'hérita de la famille de sa femme Louise, née Blanchet, dès 1763, suivi par Jean-Noé. Pour le numéro 74, Kin. c'est François-Louis qui l'acquit dans le courant du XIXe siècle. Quant au numéro 70, c'est le menuisier Aimé Samuel, fils de François-Louis, qui l'acheta au début du XXe. À la rue des Tanneurs, c'est Max qui acheta le numéro 2. À la rue du Bourgneuf, numéro 16, c'est la maison de Paul-Henri
qu'il acheta soit en fin du 19e, soit au début du 20e siècle. À la grande rue numéro 3, c'est Jean-Jacques qui acheta la maison en 1636, puis son fils Abraham en hérite. Le même Abraham acheta la maison d'à côté, située rue de la Tour numéro 1, en 1672. Grande rue numéro 1, cette superbe maison fut achetée par Étienne, un des deux fils d'Abraham, en 1709. La maison de rue Verdet numéro 10 fut achetée au début du XXe siècle par Jules, qui l'a transmis à ses enfants, Paul, Juliette et Lucette. Elle devint la pension Bastion. Il ne reste plus que cette maison située à la route de Vevey numéro 2 et rue Freeport, achetée par Ernest Henry dès 1931 et qui est encore habitée aujourd'hui par le pasteur Paul Bastion et son épouse Olive André Michel. Stop! Non, je t'ai plus. Bon, alors quittons Lutry pour Forel et admirons de gauche à droite, grosso modo, l'entier des terres acquises par les Bastians il y a 500 ans. Pour être un peu plus précis, diviser l'image en deux horizontalement et regarder que la partie du bas. Durant les 470 ans de bourgeoisie de Lutry, l'histoire des Bastians se fit, se défit, se refit et se définit comme suit. Il y eut des paysans, des vignerons, des vignerons, des brigands ou pirates, des ennuis avec la justice, des notaires, cordonniers, régentes, régents, artisans, maçons, gypsiers, commerçants, menuisiers, transporteurs, sages-femmes, postiers, négociants en vin, employés, fonctionnaires, enseignants, juristes, un pasteur et des politiciens comme Roger Bastion, qui fut syndic, préfet de Lavaux et homme de radio dans le quart d'heure vaudois, comme Claude Blanc qui fut le merveilleux interprète de Ouin Ouin. Cependant, comme les générations se suivent mais ne se ressemblent pas forcément, je me suis volontairement arrêté dans le descriptif des professions vers les années 1980. En effet, s'il fallait aujourd'hui décrire la panoplie des professions, mais surtout des nouvelles professions des Bastians contemporains, cela justifierait un film à lui seul. Notre enquête pourrait se terminer là, cependant, il nous reste encore une petite énigme à régler. Il paraît qu'il existe une marque à feu munie des armoiries Bastion au château de Chillon. Nous voilà donc partis pour le château en question. Nous nous sommes renseignés auprès de la caissière qui nous a répondu qu'elle n'en savait rien. Elle nous donna pourtant l'autorisation d'entrer avec le matériel de tournage après avoir encaissé le montant de notre entrée. De longues et méticuleuses recherches commencèrent à travers toutes les salles. Et c'est à peine 10 minutes plus tard que Anna trouva la pièce recherchée dans la salle numéro 9, dans cette superbe vitrine. Elle est exposée parmi 5 autres marques à feu surplombées par une cloche, sans rapport avec les Bastions, datant de 1748 et d'une hache ainsi que d'une paire de fers ou de menottes, toujours sans rapport avec les Bastions. Ouais. Bon, nous fîmes appel à un gardien qui eut l'extrême gentillesse de démonter la vitrine et de sortir notre marque à feu afin que nous puissions l'admirer. C'est ainsi que si nous superposons la marque à feu avec le dessin de nos armoiries, nous constatons qu'elles correspondent parfaitement. Et si nous faisons le même exercice entre ma chevalière et le dessin des armoiries, nous obtenons le même résultat. Fantastique. Nous décidons alors d'arrêter notre enquête à ce stade, afin de laisser une question ouverte aux futures générations. Cependant, avant de conclure, il nous a paru nécessaire de laisser un témoignage vivant de notre temps, et peut-être ainsi de transmettre un petit message à nos descendants. Certains ont refusé d'être filmés, et c'est leur droit. D'autres, par contre, n'ont pu le faire pour des raisons de santé, comme le doyen Paul Bastion de Forel, âgé aujourd'hui de 101 ans. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons par le dernier paysan Bastion de Forel, dont nous voyons ici-bas une partie de ses terres et sa ferme. Saviez-vous que les Bastians étaient originaires de Haute-Savoie? Je ne sais pas qui me l'a dit, mais je savais qu'on venait de la Savoie. Je ne savais pas que les Bastiens étaient paysans de montagne en Savoie. Et l'agriculture à votre époque, comment était-elle? L'agriculture n'était pas la plus mauvaise,
Mais je pense qu'à présent, celui qui n'a pas beaucoup de terrain ne peut pas vivre. Parce que vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui qu'à votre époque? Je pense que c'est plus difficile, oui. Pour quelle raison? Parce que s'ils ont beaucoup de terrain, il leur faut des grosses machines. Et puis les prix des céréales ont baissé, puis ils ont donné des subsides à la place, ce qui n'a pas arrangé les choses. Quel message laisseriez-vous aux générations futures? Eh bien, j'aimerais bien qu'ils revoient tout ce qu'il y avait avant, d'où ils viennent, et puis qu'on revienne dans le bon sens, parce que... Ce regard et ce silence en disent long. Nous nous déplaçons maintenant à Lausanne pour questionner une nonagénaire. Et comme c'est ma mère, permettez-moi de la tutoyer. Alors, savais-tu que l'origine des bastions était de Haute-Savoie? Eh bien, auparavant, je ne le savais pas. D'après ton papa et puis ta tante, ils parlaient toujours, oh, ça doit venir d'origine arménienne. C'est tout ce que j'ai su. Savais-tu que les bastions de Haute-Savoie étaient des paysans de haute montagne? Non, je ne le savais pas, mais je l'ai lu sur le résumé que Jean-Pierre Bastien a fait, que j'ai lu. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton époque? Ben, c'était une époque tout à fait simple. J'étais de la campagne. J'ai eu une vie saine, sans problème. Enfin, il fallait travailler. On n'avait pas de vacances, les parents non plus. Mais j'ai eu une vie heureuse, tout à fait saine. Et puis par la suite, ben, la vie j'ai eu le mariage, j'ai été heureuse. Et j'ai eu beaucoup d'épreuves aussi, mais je garde toujours confiance en l'avenir. Je trouve que c'est dommage que les jeunes maintenant ont plus de peine à accepter ça. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de l'époque actuelle? L'époque actuelle, je trouve, pour moi, j'ai plus d'ambition spécialement. Je vis ma vie, mais je pense que c'est pas quelque chose de réjouissant pour les enfants à venir. C'est bien dommage. Il faudrait en tout cas plus comment est-ce qu'on dit, tolérance et puis plus de confiance aussi. Peut-être bien que ça aiderait. Et s'il fallait que tu laisses un message aux générations futures, lequel serait-il? Eh bien, qu'ils doivent toujours essayer de voir les choses en avant, de voir l'avenir et non pas rester sur les défaites et comme ça, mais surtout avoir quand même confiance et puis penser que ça peut aller mieux. C'est ce que j'espère pour eux, parce que c'est pas quelque chose de brillant qu'on peut penser pour le moment pour eux. Quittons Lausanne pour nous diriger sur Villars-le-Comte afin d'y rencontrer une grand-mère et son petit-fils. Je savais que la famille Bastien venait de Haute-Savoie et qu'elle avait débarqué à Forel, mais je n'avais pas de grandes connaissances sur la façon dont ils étaient venus et tout ça, je l'ai appris plus tard. Saviez-vous qu'ils étaient paysans de montagne? Non, ça je ne le savais pas non plus. Non, je savais que je pensais que c'était des ouvriers agricoles qui n'avaient plus de travail chez eux et qui débarquaient, comme beaucoup de familles chez nous venaient d'ouvriers agricoles qui avaient débarqué chez nous. Je pense à toutes les familles qui sont arrivées en même temps. Quel regard portez-vous sur le monde d'aujourd'hui? C'est un regard très mitigé, mon regard sur le monde d'aujourd'hui. D'abord les progrès sont merveilleux en sciences et dans tout ce qui s'est fait, c'est absolument extraordinaire. Toute ma vie, j'ai vu défiler une quantité de progrès merveilleux, de recherche et tout. Mais d'autre part, cette vie mouvementée, cette course à je ne sais pas trop quoi, toutes ces bêtises qu'on entend à la télé, à la radio, je trouve ça un peu dommage. Et que souhaiteriez-vous dire aux générations futures? Moi, j'aimerais que les générations futures se rappellent tout ce travail qui a été fait sur la Terre pour arriver où nous en sommes là. Et qu'ils ne gâchent pas tout, qu'ils n'abîment pas tout, qu'ils gardent ce que nous avons construit. Alors je n'avais pas la moindre idée que les Bastions étaient originaires de Haute-Savoie avant de venir en Suisse j'ai appris ceci il y a quelques mois justement
en faisant connaissance avec Jean-Pierre, qui a écrit justement ce livre aussi. Mais avant, je n'avais vraiment pas la moindre idée, quoi. Alors, je ne savais pas du tout qu'ils étaient, je sais pas, paysans de montagne et qu'ils étaient arrivés au XVIe siècle. C'est exactement comme pour la première question, je l'ai su grâce à Jean-Pierre. Alors, quel regard je porte sur le monde d'aujourd'hui? C'est vrai que c'est une question assez complexe. À la fois, je suis assez satisfait, à la fois un peu, voire même frustré carrément. Donc j'ai pas connu, comme ma grand-maman l'a dit avant, l'apparition du téléphone, l'apparition de l'ordinateur et des voitures, parce que quand je suis arrivé, quand je suis venu au monde, les voitures existaient déjà, les ordinateurs sont apparus également, sont perfectionnés, le téléphone portable la même chose. Donc j'ai l'habitude de vivre avec ça, donc ordinateur c'est la même chose. On trouve des informations sur tout ce qu'on veut, on n'est plus obligé de se déplacer, on sort d'ordinateur. Par contre, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, par exemple, les informations sont un peu trompeuses. On ne sait pas si c'est vraiment une bonne définition, si c'est juste ce qu'ils disent, on n'en a aucune idée. Alors que les livres qu'on trouve dans en bibliothèque universitaire ou quelque chose comme ça, là c'est sûr et certain que c'est juste. Et l'autre problème, c'est que tout le monde veut faire des bénéfices, du profit, et comme on entend ici avec la scie à côté, on coupe du bois partout sur Terre. Et j'ai vu ça pas mal pendant les cours au gymnase, enfin au lycée, que vraiment quoi, ça entraînait des problèmes, des catastrophes planétaires, toute cette déforestation, tout ce que les hommes font actuellement, quoi, les usines, etc. Et puis, si je dois maintenant parler du message ou bien de mon souhait pour l'avenir, pour les générations à venir, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que ces personnes aient confiance en elles, qu'il faut toujours persévérer dans ce qu'on veut faire, qu'il faut se faire plaisir à soi-même, même si c'est pas toujours facile, et puis qu'ils continuent à faire des recherches sur la famille, qu'ils continuent à comment dire, à faire ses recherches justement, à savoir d'où on vient, qui on est, et puis surtout qui continue à faire honneur à cette famille. Et terminons la boucle en revenant sur Lutry pour questionner un pasteur. Que connaissez-vous des origines de la famille Bastion? Hélas, je ne sais pas grand-chose, parce que dans ma famille, on ne parlait pas peu du passé familial. La seule chose que je savais par tradition orale, c'est que nous étions issus de la Savoie. Connaissiez-vous les liens qui existaient entre les évêchés de Suisse et de Haute-Savoie? Oui, d'une part parce qu'au cours de mes études, j'ai appris à connaître l'histoire du pays de Vaud, qui était très méconnu du reste dans le pays de Vaud, au temps de ma jeunesse. On nous enseignait l'histoire de la Suisse et pas du pays. Et là, j'ai découvert en effet les liens qu'il y avait entre le diocèse de Lausanne en particulier et le diocèse d'en face. Et d'autre part, j'ai récemment découvert les ruines de l'abbaye de Saint-Jean-d'Aupte. Et là encore, j'ai touché du doigt les pierres, ce lien qu'il y a entre les deux diocèses, qui du reste se situait sur le même pays, le pays, le duché de Savoie, n'est-ce pas? Connaissiez-vous l'existence de la marque à feu de la famille Bastion? Oui, ça je connaissais parce que mes parents m'avaient offert, lors de mes 18 ou 20 ans, je ne sais plus, les armoiries de famille. Et en consultant le dictionnaire des familles vaudoises, j'avais découvert que cette armoirie-ci avait été découverte au château de Chillon, sur ce fameux fer à Bricelet, que nous avions vu, mes parents et moi, mais en quelle année, je ne sais pas. C'est ainsi que j'ai connu la marque. Quelle vue avez-vous aujourd'hui sur votre époque? Bon, vous savez que lorsqu'on a 85 ans, on serait tenté de voir le côté négatif de notre époque. Certes, c'est vrai que le règne du fric me questionne et m'épouvante. L'individualisme forcené, l'égoïsme, le culte du loisir qui fait qu'on n'est que dispersion et qu'il y a une espèce de division de l'être due justement au bruit, à l'activisme, que sais-je. Mais de par mon ministère, que je continue encore malgré mon âge, je découvre des tas de signes d'espérance. C'est plein de jeunes bien, il y a des choses qui se passent. Alors c'est vrai, on peut être atteint de sinistrose quand on lit le journal ou qu'on écoute la télévision,
Mais quand on se plonge dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est plein de signes d'espérance. Je ne suis pas du tout découragé et surtout je ne pense pas que c'était mieux de mon temps. C'était autrement, mais ni mieux ni pire maintenant. Et quel message laisseriez-vous aux générations futures? Pour répondre à votre question, j'aimerais commencer peut-être par vous citer ces réflexions d'Olivier de la Creta. Je ne sais pas si j'ose indiquer les sources dans La Nation. Et il écrit « La famille forme une croix. L'élément horizontal, ce sont les parents actuels, proches et lointains. L'élément vertical, c'est la lignée, c'est la dynastie. Ce sont les lignées familiales, non les partis, non les idées, qui tiennent le pays ensemble. » C'est la première chose que je dirais. La seconde, c'est que je suis très frappé de voir combien les gens recherchent leur généalogie, leur histoire familiale, le passé, achètent des vrais ou faux meubles anciens, que sais-je. On regarde en arrière parce qu'on est peu certain de l'avenir et troublé par le présent. Alors, commémorer, c'est peut-être le fait de ce qu'on n'a plus pas de futur. Alors, mon message à moi, qui suis peut-être un des plus vieux dans cette assemblée, c'est qu'il y a un futur et qu'il y a une espérance. C'est d'autant plus évident que vous m'interviewez le soir, la veillée de Pâques. Alors ça, c'est bien dit. Bon ben, allez, santé. Conservation. Santé. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. À votre bonne santé. Conservation. Bonne santé, messieurs. C'est fini?